Il est 21h10 à Londres quand l'A380 de British Airways décolle d'Heathrow. Après 11 heures de vol, on se pose en douceur sur la piste de l'aéroport OR Tambo de Johannesburg. Il est 10h15 en Afrique du Sud, 8h15 à Londres et 9h15 à Paris. Nous avons 5h30 d'attente à l'aéroport avant de décoller pour Upington. Upington est considéré comme la porte d'entrée du Kalahari, et en particulier du Kalagadi Transfrontier Park, où nous allons passer 8 jours. Nous arrivons à notre destination finale à 17h15. Annie nous a retenu une chambre au Maxton Boutique Hotel. C'est la 4e fois qu'Annie Prinsloo est notre guide et organisateur de voyages en Afrique. Il va arriver d'une minute à l'autre. À 9h, nos bagages sont chargés et nous sommes prêts pour une nouvelle aventure. Pendant la nuit, un orage a déraciné plusieurs arbres dans la ville. La distance entre Upington et notre destination est de 250 km. Une surprise nous attend au prochain carrefour. Ces hommes sont des Bushmen, les plus anciens habitants de l'Afrique australe. Depuis des dizaines de milliers d'années, ils vivent au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud et en Angola. Un film les a rendus célèbres. Ils ont toujours été des chasseurs-cueilleurs, mais depuis le début de la colonisation, ils ont été expulsés de leur territoire. Ils ne sont plus que 100 000 qui vivent presque tous au Kalahari, dans des camps comme celui qu'on va voir tout à l'heure. Les Bushmen et leurs familles sont dépendants de l'aide du gouvernement. Beaucoup sont confrontés à l'alcoolisme et à d'autres maladies graves. Leur langue originelle est le Khoisan, qui fait partie des langues à clics. Ces deux hommes parlent anglais et afrikaans, la langue la plus utilisée par les Blancs d'Afrique du Sud. Annie a un projet en cours avec eux. Quand il aura obtenu leur passeport, il amènera 2 des hommes de ce camp à Chobe, au Botswana, où ils feront le plein d'herbes médicinales. Il est très ami avec le chaman du village. Dave, Susan Darby. David. Yeah. It's David, eh? David. Yes, David. David. Si vous écoutez attentivement, vous allez entendre le clic, impossible à imiter pour nous, quand il dit son nom dans sa langue. Kopan. Kopan. Ja. Ik zie dat andere mensen spraken verkeerd, ze hebben koppen. Kopan. Kopan. Waar is koppen? Kopan. Kopan. Ja, ek is patat, ek bly te ken. As patat. Hy bly te ken. Bly te ken 'n patat. He calls himself sweet potato. Sweet potato? Yes, Yes. you are right. He is the sweet potato. I was here on Friday. They were making music with a guitar. They were having nice music tunes here going. It was nice to see. Yes, man. Because I was asking about Easter, the other guy I know. And you seen Wie? this Maar wie one, van julle paint nou weer? I like the guitar to paint the guy. Paint julle nou weer? Is jy nie die painter wat op die klippies sou teken het Au nie? bord de cette route qui mène au parc de Kalagadi, ils vendent aux touristes des objets typiques de leur artisanat. À quelques centaines de mètres se trouve leur village, ou plutôt le camp où ils habitent. Many. Yes. Kan ons rekenaar van draaien net op om stoppers by Easter ek doen mes streams afgee. Dans nos bagages, nous avons 3 ballons de foot. Et nous allons leur en donner un maintenant. Oom David en tannie Anne-Marie van Frankryk en Engeland wil vir die kinders 'n sokkerbal gee. Hulle moet kry. Is dit reg so? Is dit reg met julle? Ja. Speel julle sokker? Want dit is mos nou World Cup sokker. Ja.
So Dave, you must give it to this man. Let him do his tricks and then he can give it to the kids. Ja. En dat is from France. France. Dat is from France. Animaak, Gooi meer get set. naar die sokkermannen toe. Yay! Hey, he's Ja, good. maar laat die kinders een beetje Hey, bezig it's good, blijven. it's good, it's good. Een vriendje van mij, hij heeft zo blikken wat hij vir hom pak. Ja, En dan het, wil jy ook sokker, Boeta? hy speel ook sokker. Nou moet julle, die moment dan het julle sokkerbaan gebring. Omdat het World Cup is, nou kan julle ook een paar tricks maken. Dat is recht, die man lijkt soos Ronaldo met die kop, dat hij kan spelen. Hy kan ry. Bring vir hom. They work on the farms. Ces pauvres gens sont donc logés dans ce camp dit de relocalisation, qui ressemble plutôt à un bidonville. S'ils ne retournent plus sur leurs terres ancestrales, leur culture et leur mode de vie unique seront détruits et ils disparaîtront. And it's just sad, they can't live what they wanted to live, you know? Nous allons dormir dans un lodge à 7 km de l'entrée du parc. Une nouvelle journée commence sous les nuages. La saison des pluies a déjà débuté dans cette partie de l'Afrique du Sud. Eni nous a parlé de pluies diluviennes quelques jours avant qu'on arrive. Ce mille-pattes géant n'a en fait que 256 pattes, mais il peut atteindre 38 cm de long pour 2 cm de diamètre. Nice guy, the manager, Brian. So on the right-hand side is Botswana, on the left-hand side is South Africa. You're welcome to. Eni va s'occuper des formalités d'entrée au Visitor Center. Might take me about 20 minutes. Nous voilà à l'entrée du parc national de Galagadi. Ce nom signifie le pays de la soif. Il est à peu près grand comme la Suisse, mais nous resterons dans le périmètre que je montre sur la carte. La rivière Nosob sert de frontière entre l'Afrique du Sud et le Botswana. Les lits des rivières Nosob et Oob sont à sec. En fait, les deux seules grandes pistes du parc sont dans le lit de ces rivières. Il pleut en moyenne 200 mm par an. Les températures sont extrêmes. Le sable peut atteindre 70 degrés en surface du sol exposé au soleil durant les mois d'été. Mais les températures peuvent descendre à moins 14 la nuit en hiver. Cet animal est un oryx gazelle. C'est l'animal représenté sur le logo du parc. Je reparlerai de tous ces animaux car nous les reverrons très souvent pendant notre séjour. Cet oiseau extraordinaire est un serpentaire ou messager solitaire qu'on surprend en pleine action. Il chasse au sol en frappant ses proies avec ses pattes jusqu'à ce qu'elles meurent. Grasshoppers, lizards, snakes, anything. Il se nourrit d'insectes, de scorpions et de petits mammifères, mais ce qu'il préfère, ce sont les serpents. Ses longs tarses, rosâtres et sans plumes, sont recouverts d'épaisses écailles qui le protègent de leurs morsures. Quand il prend sa proie dans son bec, il l'avale tout rond, peu importe sa longueur.
Ce joli animal est un jeune ourébi, l'une des plus petites antilopes d'Afrique. Adulte, il mesure 70 cm au garrot et ne pèse jamais plus de 20 kg. Nous venons d'entrer au camp de Matamata. La voiture est en Afrique du Sud. Dave aussi, bien sûr, puisqu'il est à côté. Mais de l'autre côté de la barrière, c'est la Namibie. Au camp de Matamata, on trouve des chalets très confortables, avec vue imprenable sur le point d'eau. Le Springbok est bien connu des amateurs de rugby, puisque c'est l'emblème de l'équipe d'Afrique du Sud. Contrairement à nos écureuils d'Europe, l'écureuil du Cap est un animal terrestre qui vit en colonie dans des labyrinthes souterrains. On ne le trouve que dans le sud de l'Afrique, dans les régions chaudes et désertiques. Il mange des plantes, des racines et des fruits, mais manifestement, ceux-là ont l'habitude d'être nourris aussi par les visiteurs du parc. La girafe est le plus grand animal terrestre. Un mâle adulte mesure presque 6 mètres de haut et son cou de 2 à 2 mètres et demi. Sa langue a une surprenante couleur bleu ou violet car elle contient de la mélanine qui la protège des coups de soleil quand elle mange. Après 15 mois de gestation, la girafe accouche debout et le girafon tombe de 2 mètres de haut. Il mesure déjà 2 mètres et pèse entre 40 et 80 kilos. La mère n'adopte son petit que s'il est capable de se tenir rapidement debout. Au bout d'une heure, il doit tenir sur ses pattes pour atteindre les mamelles de sa mère et stimuler la montée de lait. Dans le cas contraire, elle l'abandonne ou même le tue. Il est 18h et nous retournons au camp quand Annie repère du mouvement dans les herbes de la dune. There's a lion here, there's a big female. 7 lions se dirigent droit sur nous. Un mâle, 2 femelles et 4 jeunes, âgés d'à peu près 6 mois. Le lion du Kalahari est différent des autres lions d'Afrique. Sa crinière est plus foncée, elle peut même être carrément noire. Il est mieux adapté aux conditions de vie dans le désert et peut rester plusieurs jours sans boire, du moment qu'il peut attraper des proies. Ils sont en route pour le point d'eau qui se trouve à environ 7 km d'ici. Dans la plaine, les Springboks n'ont pas encore perçu le danger. Celle de droite est la femelle dominante. Les 2 autres peuvent être ses filles. Maintenant, les herbivores ont senti la présence des prédateurs et s'enfuient à toutes pattes. Sauf ces 2 Springboks, inconscients du danger qui les guette. La lionne a accouché dans les rochers de la dune. Les lionceaux sont restés 5 à 6 semaines, seuls avec leur mère, avant d'être amenés dans le groupe. Ceux-là sont sevrés, mais resteront encore 2 ans avec elle. On estime la population de lions dans le parc à 450.
Nous venons de passer plus de 3 quarts d'heure avec eux et nous n'aurons pas le temps de les voir au point d'eau. Le camp ferme ses portes à 19h30 et nous en sommes encore à 30 km. Ce troupeau de gnous bleus est un très petit troupeau, car ils peuvent former des hordes de plusieurs dizaines de milliers d'individus. Magic or not? Look at that. Gold! Golden! Bloody hell, it's like he's on fire. I think you've got magic there. See what I mean? You see the different colors? Le cou de la girafe et celui de l'homme ont le même nombre de vertèbres, 7. Mais les nôtres mesurent 4 cm et celles de la girafe 25. See the bat-eared fox? Le renard à oreilles de chauve-souris est un petit canidé carnivore. Il a une particularité étonnante. C'est le mammifère qui a le plus de dents, entre 46 et 50. Put their ears to the ground, listen for insects, and then start digging. Il colle son oreille au sol pour détecter les insectes dont il se nourrit. Cet aninga d'Afrique ressemble beaucoup à ses cousins d'Amérique ou d'Australie. Comme eux, il vit au bord des rivières et se nourrit de poissons. Eni se demande ce qu'il fait ici, dans une région où il n'y en a pas. Ces gnous bleus ou gnous à queue noire sont très répandus en Afrique australe. Ce sont des antilopes qui appartiennent à la famille des bovidés. Leur nom est la traduction du swahili gnou, une onomatopée restituant le bruit qu'émettent ces animaux en quasi-permanence. À l'âge d'1 an, ce jeune mâle a été expulsé de son troupeau par le mâle dominant et a rejoint un troupeau de célibataires. Après avoir atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 3 ou 4 ans, il devient solitaire et tente d'établir son propre territoire. C'est sans doute ce que fait celui-là. Il dépose une sécrétion forte qui provient de glandes situées sur le côté de sa tête. Elle signalera aux autres mâles que ce territoire est déjà occupé. Toutes les girafes ont un pelage au motif unique, comme notre empreinte digitale. Chaque tache permet de réguler la température interne de l'animal. Elle est entourée d'un système de vaisseaux sanguins qui fonctionne comme une fenêtre thermique en libérant la chaleur du corps. Il n'y a pas d'eau dans ce puits. Elles y viennent pour lécher les pierres qui contiennent du sel ou du calcium. Il leur en faut 20 grammes par jour. Eni les voit souvent manger des os d'animaux morts pour le calcium et le phosphore qu'ils contiennent. Dans le monde animal, l'autruche détient de nombreux records. C'est le plus grand et le plus gros des oiseaux. Le mâle pèse en moyenne 120 kg et mesure plus de 2,5 m. Son œuf est le plus gros de tous les œufs, jusqu'à 1,5 kg. L'autruche est aussi le plus rapide des oiseaux terrestres, avec une vitesse de pointe de 70 km/h. Mais c'est un oiseau qui ne peut pas voler. C'est la femelle qui couve les œufs pendant la journée, car sa couleur est plus claire que celle du mâle. Lui, avec son plumage noir, couvre la nuit, passant plus inaperçu aux yeux des hyènes ou des chacals.
Le long cou des girafes leur permet d'atteindre les feuilles des arbres dont elles se nourrissent. Et si l'arbre n'a plus de feuilles, il peut quand même être utile. Heureusement pour elle, la girafe s'hydrate suffisamment avec les plantes qu'elle mange et n'a pas besoin de boire tous les jours. Boire au niveau du sol l'oblige à une gymnastique laborieuse et dangereuse, car la girafe est très vulnérable dans cette position. Pour protéger le cerveau des changements subis de pression sanguine quand elle se penche en avant, ses artères possèdent des valves qui régulent le flux sanguin. Nous avons appelé cette journée le jour des girafes. Le seul prédateur potentiel de la girafe adulte est le lion, mais d'un seul coup de patte, elle peut le tuer net. Mais 75% des girafons ne dépassent pas l'âge de 3 mois du fait des prédateurs. Le cœur d'une girafe pèse 11 kg et il est assez puissant pour envoyer le sang jusqu'au cerveau 2 mètres au-dessus de lui. Il pompe 60 litres de sang par minute. Les vaisseaux sanguins des pattes de la girafe ont été étudiés par la NASA pour la conception des combinaisons spatiales. Je ne le savais pas avant de faire ce film, mais les girafes sont en danger d'extinction. À cause du braconnage et de la destruction de leur habitat, elles ne sont plus que 110 000 à l'état sauvage. Entre 1985 et 2015, leur nombre a diminué de 40%. Elles ont déjà disparu de 7 pays africains où elles vivaient autrefois. Je vais vous présenter une famille de hiboux grand-ducs africains. On les rencontre dans toute l'Afrique au sud de l'équateur, mais pas ailleurs dans le monde. En anglais, on utilise le même mot pour désigner une chouette ou un hibou. C'est une erreur car ils appartiennent à 2 espèces différentes de la famille des rapaces. C'est vrai qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais il y a une différence. Les hiboux ont des aigrettes sur le dessus de la tête, les chouettes n'en ont pas. Les aigrettes sont ces 2 petites touffes de plumes qui ressemblent à des oreilles. Mais elles ne servent pas du tout à entendre. On suppose qu'elles permettent surtout de refléter l'humeur de l'animal, par exemple se dresser en cas de stress. Ils vivent dans les savanes à la végétation clairsemée, mais on en trouve de plus en plus en ville. Ils se nourrissent de petits mammifères, d'oiseaux, d'insectes et de reptiles qu'ils chassent la nuit. Les hiboux, comme les chouettes, peuvent tourner leur tête à 270 degrés. Ils ne construisent pas de nid. La femelle pond de 2 à 4 œufs directement sur le sol ou entre des rochers ou dans le nid de notre oiseau. 5 semaines après leur naissance, les petits commencent à quitter le nid. À 2 mois, ils savent voler, mais ils continuent à rester dépendants des parents pendant encore quelques semaines. Le guépard est parti. Mais de toute façon, il n'aurait pas attaqué ce gnou. Il est trop gros pour lui.
Les parents grands-ducs africains dorment encore, mais les enfants sont debout. Manifestement, ils ne sont pas encore prêts à quitter le nid. On ne sait d'ailleurs pas exactement à quel âge les petits grands-ducs deviennent totalement indépendants. Il faut dire qu'il est très difficile à ces jeunes de trouver un territoire pour fonder une nouvelle famille. Les couples installés sont très agressifs dans la défense de leur terrain de chasse. Look at me like that. Chaque jeune doit trouver un espace riche en nourriture, mais pas déjà occupé par un couple qui le chassera ou le tuera. Mais pour le moment, amusons-nous un peu. On reconnaît tout de suite l'oryx gazelle au dessin blanc et noir qui décore sa tête. Les scientifiques pensent que ces dessins aident les animaux à communiquer. Ils n'auraient pas la même signification selon que l'animal marche ou court ou que sa tête est levée ou baissée. Suivant les circonstances, il serait un signal d'alarme ou de reconnaissance entre les membres d'un même troupeau. On ne le trouve que dans les régions désertiques du sud de l'Afrique, où il s'est parfaitement adapté au manque d'eau et aux températures extrêmes. Nous avons là un groupe de springboks femelles qui attendent la pluie pour donner naissance à un unique petit. Ensuite, elles rejoindront le troupeau et feront partie du harem d'un mâle dominant. C'est peut-être pour remporter ce titre que ces deux jeunes mâles semblent se lancer un défi. Quand il veut échapper à un prédateur, le springbok peut courir jusqu'à 90 km/h et faire des bonds de 15 mètres de long à plus de 2 mètres de haut. Ce petit oiseau est probablement l'oiseau sauvage le plus abondant de la planète, avec une population de l'ordre de 1,5 milliard d'individus. Il est très répandu en Afrique, au sud du Sahara, dans les savanes dotées d'arbres ou de buissons. Il se nourrit essentiellement de graines et il peut venir en masse dans les champs cultivés où il fait des ravages. Pour les Africains, c'est l'oiseau le plus nuisible du continent. Je vous ai déjà dit que l'oryx était parfaitement adapté au désert, et maintenant je vais vous dire pourquoi. Pour un animal de cette taille, son métabolisme corporel est moins élevé que la normale, ce qui veut dire que ses besoins en nourriture et en eau sont réduits. Il ne transpire pas, et sa température corporelle peut monter jusqu'à 45 degrés. Mais il a un système de thermorégulation qui lui permet de garder la température de sa tête à 38 degrés. La nuit, il rejette la chaleur accumulée pendant la journée. Ses prédateurs sont les lions, les hyènes, les léopards et les guépards qui s'attaquent aux jeunes. Pour se défendre, l'oryx abaisse ses cornes parallèlement au sol, puis bondit en avant avec une grande précision. Il a la réputation d'être la seule antilope capable de tuer un lion ou un léopard. On en a retrouvé plusieurs morts après s'être fait encorner par un oryx. Mais généralement, il préfère prendre la fuite puisqu'il peut courir à 65 km/h en vitesse de pointe.
La nourriture a beau être abondante, elle n'est pas si facile à attraper. Ce petit faucon ne mangera aucun kéléas ce matin. On va s'installer pour 3 nuits au Kalahari Tented Camp, à quelques kilomètres de Matamata. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de notre safari dans la prochaine vidéo.